Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de Congo Kiosque, une émission qui vous est proposée par Matonge TV en collaboration avec Speakyvox Consulting. Aujourd'hui, eh bien, c'est fait. Cela fait 14 mois que les Congolais attendaient le gouvernement de cohésion nationale. Il a plu donc à Joseph Kabila de pouvoir signer l'ordonnance instituant ce gouvernement. C'était dimanche 7 décembre. Et nous allons aujourd'hui, eh bien, nous intéresser de près sur ce gouvernement. Que peut-on en attendre? Quelle est la stratégie des partis d'opposition qui ont refusé d'en faire partie? À quoi pouvons-nous nous attendre pour les prochains mois à l'aune du grand rendez-vous électoral de 2016. Alors pour en discuter, ce soir j'ai le grand plaisir de recevoir 3 représentants des principaux partis d'opposition de RDC. Je vais donc commencer par Ange Pabolangui qui est président sectionnaire de l'UDPS Bruxelles, mais également représentant adjoint faisant fonction. Ange Pabolangui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de répondre aux questions de Congo Kiosque. Nous avons également le professeur Nicole Ntumba Boacha, qui est secrétaire fédéral de l'Union pour la nation congolaise, ici en Belgique. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zouzi. Et nous avons également le docteur Jean-Jacques Mbungani, représentant du MLC Benelux. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Henri. Et pour pouvoir achever la discussion, nous avons ici la présence du directeur général de Matonge TV, notre hôte du jour, Ramsès Ramazani. Bonsoir. Bonsoir Henri. Voilà, nous allons donc sans plus tarder faire un premier tour de table au sujet de ce fameux gouvernement. Je vais peut-être commencer par Jean-Jacques Mbungani, docteur Jean-Jacques Mbungani, puisque votre parti crée, en tout cas l'actualité, hein, vous suscitez même la polémique, devrais-je dire, puisque 3 de vos plus éminents représentants, en tout cas au niveau de Kinshasa, ont fait leur entrée dans ce gouvernement, faut-il le rappeler, le secrétaire général Thomas Louaka, Germain Kambinga, le porte-parole, et également Omer Egwake. Il semblerait que depuis lors, eh bien depuis hier, ces 3 personnes ont été exclues de votre parti. On a pourtant le sentiment aujourd'hui qu'ils font de la résistance. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Et surtout, peut-on considérer, à l'aune de ce qui se passe dans votre parti, que le MLC est en train de traverser la plus grande crise de son existence? Non, pas vraiment. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont auto-exclus parce que les textes qui, en tout cas, le règlement intérieur du parti est clair. Lorsque des membres du parti optent pour des options politiques différentes de la ligne politique du parti, c'est l'article 45, ils sont auto-exclus. Le MLC ne participe pas au gouvernement de cohésion de Joseph Kabila. C'est 3 personnes au sein du parti qui ont décidé de rallier la majorité en allant à ce gouvernement de cohésion nationale. Vous avez bien vu que le MLC a réagi sur instruction de son président en mettant en marche la voie de radiation de ces 3 personnes. Oui, docteur Jean-Jacques Mbungani, est-ce que vous êtes surpris par le fait que Thomas Louaka et les autres puissent rentrer dans ce gouvernement de cohésion nationale? Surpris, je dirais plus déçu. Déçu parce qu'il est vrai que nous avions des informations telles que certaines personnes du parti étaient approchées dans ce sens, mais si nous avions précédé en sanctionnant avant même que le forfait soit commis, on nous aurait taxé de procès d'intention. Eh bien, ils ont été jusqu'au bout de leur basse stratégie en ralliant ce gouvernement, alors que les instructions du président national étaient claires, ne pas participer à un gouvernement, quel qu'il soit, issu de Joseph Kabila, parce que nous sommes un parti leader de l'opposition. Mais en même temps, vous avez participé aux concertations nationales et on savait très bien qu'à l'issue de ces concertations, il y aurait un gouvernement. Est-ce qu'au-delà du psychodrame que vous vivez à l'heure actuelle, est-ce que ce n'était pas cohérent, même tout simplement normal, de considérer que la place du MLC était peut-être effectivement dans ce gouvernement? Non, pas du tout. Je ne pense pas que tous ceux qui ont participé aux concertations nationales devaient absolument être dans un gouvernement. D'autant plus que dès le début, lorsque les représentants du MLC ont été aux concertations, le message de Jean-Pierre Bemba, président du MLC, était clair. D'ailleurs, ce message a été lu par le secrétaire général Thomas Louaka, demandant
aux représentants du MXC d'aller porter haut et fort les constats de la nation et les revendications que nous avions par rapport au mauvais fonctionnement de notre pays, mais de ne pas aller pour un partage de pouvoir. Donc Jean-Pierre Bemba, dès le début, s'était opposé à la participation du MXC à un quelconque gouvernement ici, issu de la cohésion nationale. On va passer certainement à autre chose, mais juste une dernière question pour ma part. Dimanche 7 décembre, ce gouvernement est mis en place. Vous pensez très bien que la semaine qui a suivi cette mise en place, Thomas Louaka s'est quand même bien entretenu avec Jean-Pierre Bemba. Vous pensez que même dans ces entretiens qu'il pourrait avoir de manière hebdomadaire, vu son rôle de secrétaire général du parti, il n'a donc pas dit la vérité à M. Non, il a usé de fourberie parce que je dis que mardi 2 décembre, il y a eu une réunion du parti pour échanger autour de l'actualité de notre pays et également organiser les obsèques d'un cadre du parti qui est décédé à Kinshasa. 5 jours avant. 5 jours avant, l'honorable F. Bazaïba a clairement posé la question au secrétaire général à l'époque, Thomas Louaka. Nous entendons ci et là qu'il y a des tractations pour que vous participiez à un gouvernement issu de la cohésion nationale. Thomas Louaka a dit qu'il est allié de Jean-Pierre Bemba depuis la rébellion et que jamais il ne trahira ni le MXC, ni Jean-Pierre Bemba. Il ne fera pas partie de ce gouvernement. Donc, ce sont des informations qui ont été données. Merci, Dr Mbongani. On y reviendra donc au cours de cette émission. Je me tourne vers vous, professeur Ntumba Boacha. L'UNC ne participe pas à ce gouvernement. Pourtant, Martine Boukassa, vice-ministre de l'Intérieur, si je ne m'abuse, fait partie de ce gouvernement. Alors, est-ce qu'elle est toujours chez vous? Clarifiez un peu cette situation, parce qu'on s'y perd également. Hein. Non, je vous confirme, je vous assure que Martine Boukassa Ntumba, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, n'est plus membre de l'UNC, et ce, au lendemain même des concertations nationales. Mais ça veut dire quoi qu'elle n'est plus membre? Est-ce qu'elle a été exclue? Elle a été exclue parce que nous avions un mot d'ordre à l'époque, l'année passée, au moment des concertations, au moment de la convocation des concertations nationales, il était hors de question que l'UNC puisse participer à ces concertations. Nous avons eu une circulaire interne que quiconque irait dans ces assises-là en assurerait les conséquences, s'auto-exclurait, bien on les exclurait. On a eu 3 cas. Martine Boukassa, qui était, je le rappelle quand même, présidente de la Fédération des femmes de l'UNC et subsidiairement présidente des femmes de l'opposition à cette époque-là, donc elle avait un beau poste, donc elle savait à quoi elle s'engageait en allant dans ces assises-là. D'autres cas, dans ma propre fédération ici, puisque je suis représentante de la fédération, nous avons eu un cas aussi d'un avocat qui s'est aventuré, qui a préféré aller dans cette aventure des concertations nationales. On l'a exclu, et je peux vous dire que c'est à ses propres titres, à son titre personnel, que Madame Boukassa Ntumba est dans ce gouvernement. Donc elle ne représente pas l'UNC, elle n'est plus membre de l'UNC. Elle a eu la sanction la plus forte. Oui, elle n'est plus membre de l'UNC, mais à votre avis, pour qu'on puisse prendre ces dames au sein de ce gouvernement, c'est peut-être qu'elle représente pas mal de monde. Vous avez dit qu'elle est présidente des femmes dans votre parti, elle a été présidente des femmes politiques dans l'opposition. Elle incarne peut-être une grande majorité de personnes qui suivent son... Et que c'est pour cette raison que le parti a voulu... Oui, peut-être. Je sais qu'elle est fondatrice d'une importante ONG qui regroupait les femmes, qu'elle s'est vraiment donnée pour la cause des femmes. C'est peut-être dans ce cadre-là. Parce que je me souviens très bien qu'une des raisons pour lesquelles, elle avait motivé sa décision d'y aller malgré l'interdiction en disant qu'elle préférait y aller en tant que, entre guillemets, société civile. Mais elle avait fait la confusion que elle est politique avant d'être société civile, même si l'ONG était une société civile. Donc je pense qu'en tant que présidente d'une ONG s'occupant des femmes, elle s'est dit que, voilà, c'est dans ce sens-là qu'elle y est allée. Une question sur le débauchage, parce que Mme Nicole Ntumba Boacha, est-ce que vous avez été vous-même été approchée? Si vous voulez que je vous dise la vérité? Nous sommes là pour ça. Oui, j'ai été approchée, je peux vous le dire. J'ai été approchée, et d'ailleurs, ces gens sont quand même un peu effrontés, parce que c'est à des heures indues qu'ils m'appelaient à la maison. Très souvent, c'est le soir, oui, le soir très tard même, hein. Je dors chez moi à la maison, mon mari à côté, et puis vers minuit, le téléphone sonne. Voilà, d'abord on me pose des questions, mais c'est qui à cette heure-ci?
Et puis on s'aperçoit que c'est Kinshasa qui a... Combien de millions, madame? Combien de millions, je ne saurais pas vous dire, mais c'est simplement une importante somme par jour. Alors dites-nous... oui. Alors, ce gouvernement, bon, il est mis sur pied, 14 mois d'attente pour l'opinion publique congolaise, mais également pour le microcosme qui, le moins que l'on puisse dire, a fantasmé durant cette période. Quelle est la lecture que votre parti fait de ce gouvernement? Qu'est-ce que vous, à l'UNC, vous en attendez? Je reviens vers vous, M. Nzouzi, juste pour terminer avec M. Ramazani. Donc, j'ai été approché, mais moi, j'ai dit non. J'ai dit, il n'en est pas question. Même si nous restons tous des êtres humains et que les sommes astronomiques qu'on vous propose peuvent régler pas mal de problèmes que nous avons, nous, ici, en Europe, je peux vous le dire qu'il faut se lever très tôt pour dire non. Mais il y a moyen, à un moment donné dans la vie, où on est ferme dans ses convictions, ferme dans ses choix, en disant que non. Il n'y a pas que l'argent qui règle tout. Il y a une certaine forme de dignité qu'il faut préserver. Alors, moi, votre lecture, voilà. Madame Thomas Boitier. Notre lecture, c'est simplement que, encore une fois, la politique du ventre a payé. La politique du ventre a payé. Moi, je me souviens, j'adore ce... Est-ce que c'est pas ça la politique, finalement, au Congo, quand on y réfléchit? Mais malheureusement, si. Moi, je me souviens d'un titre, j'en parle souvent, M. Jean-François Bayard, qui, au moment où il étudiait la vie politique des Camerounais, s'est aperçu que les hommes politiques avaient le ventre qui grossissait quand ils étaient au pouvoir, et qui rapetissaient quand ils n'étaient plus au pouvoir. Donc, c'est pour dire que, pour des raisons tout à fait pécuniaire, financière, et pour un appât du gain mais exacerbé, on oublie complètement ces convictions. Donc on n'attendait rien de ce gouvernement. On a toujours dit qu'on n'irait pas, et si vous remarquez bien, depuis le début, nous sommes constants. Non aux concertations nationales, non à cette politique, à ce gouvernement de cohésion dite nationale. Concertation de cohésion nationale, non, non et non, et voilà, jusqu'au bout. Donc, nous ne sommes même pas concernés, on se sent même pas. Alors, nous allons peut-être connaître le point de vue de l'UDPS. Ange Pabolingui, vous êtes donc, je l'ai rappelé tout à l'heure, président sectionnaire UDPS Bruxelles. Vous êtes représentant adjoint faisant fonction. On a quand même noté la présence parmi les ministres d'un certain Daniel Madimba Kalonji. Alors, UDPS ou pas UDPS? Monsieur Nzouzi, merci. Je salue tous nos spectateurs ainsi que mes collègues qui sont ici. Je vous dirais directement que ce monsieur est allé au gouvernement à titre personnel et individuel. Mais il est du DPS. Vous savez... il a encore sa carte de l'UDPS ou pas? Vous savez que monsieur Varis Bouchab était un ancien de l'UDPS, de cette fédération. Il a plus sa carte, semble-t-il. Donc, vous aurez pu me poser la même question. Est-ce que monsieur Bouchab est parti? Mais monsieur Bouchab est secrétaire général du PPRD. Mais... bon, je vous répondrai en disant ceci. Au lendemain des élections de 2011, des élections contestées, lesquelles élections que mon président Étienne Tshisekedi avait largement remportées, c'est pas moi qui l'ai dit, mais toutes les missions d'observation, ainsi que les différents partis politiques au Congo, à l'issue de ces scrutins présidentiels et législatifs, nous nous étions réunis, et notre stratégie était laquelle? Nous avions demandé à ceux qui étaient élus sur nos listes de ne pas siéger. C'était la position du parti, de ne pas siéger dans ce Parlement. En réaction aux résultats ou parce que vous ne reconnaissiez pas la légitimité des institutions? Non, non, nous avons participé à ces élections, mais les résultats qui ont été proclamés ne correspondaient pas à la réalité. Alors nous avions pensé que si l'opposition dans son ensemble ne siégeait pas, nous allions provoquer un blocage des institutions pour amener M. Kabila autour de la table pour reconnaître sa défaite et partir. Mais malheureusement, comme Mme Boitier l'a dit tantôt, bon, je ne sais pas, est-ce la politique du ventre, certains qui sont allés siéger ne sont pas si pauvres que ça. Ceux qui sont allés siéger ont fait campagne et ont gagné. Ah mais attention, mais il avait quand même le mot d'ordre du parti. Moi j'étais intendant de la campagne de l'UDPS à Kinshasa, M. Nzouzi. Il y a des gens qui se sont fait élire rien qu'en brandissant la photo de Tshisekedi. Peu de candidats ont fait campagne. Bon, à un moment, nous nous sommes réunis. Et c'est ces gens qui étaient élus. Et je comprends aussi qu'à un moment qu'il puisse y avoir des doutes. Mais ils ont vu M. Étienne Tshisekedi, président du parti, ils ont discuté ensemble. La position du parti était de ne pas aller siéger. Okay. Et ceux qui sont allés siéger, ils sont partis à titre individuel. Donc Daniel Madimba Kalonji n'est pas de...
Donc en tout cas, la preuve, s'il était allé à notre nom, je pense qu'il aurait dû donner une certaine rétribution au parti qui l'a délégué là-bas. D'accord. Alors, vous parlez du président national Étienne Tshisekedi, comment va-t-il? Oui, bon, il est ici, il poursuit sa convalescence. C'est un homme, un monsieur qui va avoir 82 ans. Le 14 décembre ici, j'en profite pour lui souhaiter bon anniversaire. Donc c'est un homme d'un certain âge, qui a un certain passé. Il n'a pas 20 ans, ça il ne faut pas le dire non plus. Donc nous avons pensé au sein du parti ainsi que sa famille qu'il puisse un peu se reposer, puisque les soins de santé au Congo n'étaient pas vraiment adéquats. Est-ce que sa convalescence est de tout repos avec ce que l'on voit, ce que l'on entend de ce qui se passe au sein de votre parti? Ramsès, n'hésitez pas à intervenir. Vous savez, un homme de cette trempe, je vous dirais que même s'il est en repos, je vous dirais qu'il suit attentivement les informations. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dites-nous. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS aujourd'hui? Nous sommes un parti de plusieurs millions d'habitants. Et vous savez, moi je vous dirais sincèrement que beaucoup de mes camarades pensaient que, à l'issue du scrutin du 28 novembre 2011, que nous avions gagné les élections. Nous allions partir au pouvoir. Après une longue histoire de notre parti. Mais il y a eu cette déception, la fraude. Et M. Kabila. Et on n'est pas mettre sur le dos de Kabila ce qui se passe chez vous. Alors. Non, j'explique la situation. C'est-à-dire qu'on a eu un coup d'état institutionnel, en fait. Un homme qui s'impose de force au pouvoir. Alors, vous savez, la plupart des membres de l'UDPS, même des cadres de l'UDPS, ce sont des gens qui au Congo ne travaillent pas, M. Ndouzi. Vous savez, donc ce sont des gens qui ont l'idéal. Et puis cette lutte, nous l'avons commencé depuis 1981-82, je vous dirais. Donc c'est une longue lutte. Et il arrive à un moment dans une organisation politique qui compte des millions de personnes qu'il y ait des tensions. C'est comme un avion. Avouer un secrétaire national aux relations extérieures et le secrétaire général, c'est pas banal. Hein. Moi je pense que nous avons connu plusieurs autres crises, et même si vous regardez, bon, j'ai une position aussi, j'aurais pu aussi désavouer ou quoi, mais vous regarderez que je suis resté très calme, je n'ai signé aucun document, parce que je suis de ceux qui pensent que les problèmes de l'UDPS peuvent être résolus dans l'UDPS, autour d'une table. C'est ça. Ramsès Ramazani. Oui, l'UDPS est donc quand même un très grand parti, comme le rappelle M. Ndouzi, comme vous le rappelez vous-même. On a vu Félix Tshisekedi, pas mal de gens signés, aussi bien à l'étranger qu'au niveau national, des documents qui faisaient en sorte qu'ils n'acceptaient pas sa façon de gérer le parti. On a vu après que des membres éminents de l'UDPS ont été suspendus. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez grave qui se passe à l'UDPS. Et la question de M. Ndouzi c'est celle-là que je pose et j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de l'UDPS? L'UDPS parti, non pas par rapport aux résultats de 2011, mais maintenant. Je vous dirais sincèrement, M. Ramazani, c'est un parti qui a été tenu par un homme charismatique. Et ça, tous les sociologues vous le diront. On ne remplace pas M. Etienne Tshisekedi facilement. L'UDPS a de nombreux cadres, mais le parti, je dirais, depuis 1988, est tenu par M. Etienne Tshisekedi. Vous remarquerez que dans notre histoire, lorsqu'il tousse ou qu'il est un peu malade, il y a beaucoup de turbulences. Un président, le titre de président d'honneur ou qui passe la main, cela, vous n'y pensez pas? Mais vous savez, je vous dirais que c'est un homme d'État. Moi je l'ai rencontré avant même qu'il ne tombe malade. M. Etienne Tshisekedi, contrairement à ce que les gens disent, est un homme d'État. Ça, c'est sûr. C'est un homme d'État, c'est-à-dire que, je vous répondrai clairement, si demain, il se trouve que M. Tshisekedi soit en incapacité de gérer ou de continuer la politique, je suis sûr qu'il s'est retiré de lui-même, M. Ramazani. Ce n'est pas quelqu'un qui s'accroche au pouvoir. Il a été... Donc je crois qu'il connaît quand même, il a vu les allées du pouvoir de ce pays. Et je dirais même qu'en conclusion, moi j'ai toujours dit aux gens, les gens veulent toujours se référer, voilà, M. Tshisekedi politicien, mais il a déjà réussi sa vie comme étant le premier docteur en droit, excusez-moi, de l'Université du Congo. Monsieur Kabolangé, est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui est toujours secrétaire national aux relations extérieures? Ah oui, je vous dirais en résumé pour comprendre la situation. Avant d'aller aux élections, nous sommes allés au Congrès. Et ça, tous mes amis doivent le comprendre. Le Congrès de l'UDPS, moi j'ai été membre de la fédération, donc j'ai représenté ma fédération à ce Congrès. On a quand même posé des actes importants. On a fait ce Congrès pour la première fois. On a désigné M. Tshisekedi comme seul président du parti.
est candidat aux élections présidentielles. Et on a donné à M. Tshisekedi le pouvoir de nommer seuls les secrétaires généraux et je vous dirais, l'équipe dirigeante du parti. Et j'ai participé, mes amis l'ont fait. Ça, c'est au niveau de la procédure. Mais aujourd'hui, oui, nous sommes le 9 décembre 2014. Est-ce que M. Bruno Mavungu est toujours secrétaire général? Ah oui, oui. Est-ce que Félix Tshisekedi est toujours secrétaire général? Ah oui, parce qu'ils ont été nommés par M. Tshisekedi. Ils ne sont pas contestés aujourd'hui? Mais qu'ils soient contestés. Vous savez, toute nomination peut être subjective et contestée, M. Ndoye. Moi, je vous dirais que, à l'heure actuelle, si je me réfère au statut du parti, il y a contestation, certes, mais il appartient maintenant au président du parti de trancher. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas tranché, on reviendra certainement sur le cas du député. On va peut-être revenir sur ce gouvernement, hein, dans le détail. 48 ministres, en ce compris le Premier ministre Matata Ponyo, qui donc a été reconduit. Fait assez inhabituel, 7 femmes sur 48. C'est une hécatombe. Le professeur Ntouma Boitier nous dira tout à l'heure ce qu'elle en pense. Alors, parlons des départs, hein, c'est quand même pas anodin. 2 vice-premiers ministres ont été remerciés. Hein, Daniel Mukoko Samba, qui était vice-premier ministre du budget. Alexandre Lubantambo, vice-premier ministre de la Défense. Alors, il y a un autre titulaire d'un ministère dit régalien, c'est Richard Moyège à l'intérieur, qui lui aussi a été remercié. Et puis surtout, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitibi. Alors, soit dit en passant, dans ce nouveau gouvernement, le ministre des Finances est de plein exercice, contrairement à Patrice Kitibi, puisque Henri Avmoulan, qui était d'Irkaba, chargé des questions économiques à la présidence, occupe désormais le poste de grand argentier. Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, M. Vahamiti, qui était lui en fait ministre de l'agriculture, proche de Pierre Lumbi, eh bien, est remercié, peut-être la conséquence de l'attitude jugée inamicale par une partie de la majorité vis-à-vis donc du MSR. Le ministre de l'Environnement et le ministre du Plan également remerciés. Pour les entrées, eh bien, on l'a noté, Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD. La question étant de savoir s'il va cumuler ses nouvelles fonctions avec celles de vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Thomas Louaka, vice-premier ministre des PTT et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Willy Makiachi, lui, vient pour le compte du PALU. Ce sera l'occasion également de s'interroger sur le poids réel du PALU dans ce gouvernement. Michel Bongongo, ministre d'État, lui est là pour le compte de M. Léon Kengo-Adondo, président du Sénat. Germain Kambiga, on l'a rappelé, ministre de l'Industrie pour le compte du MLC. Jean-Jacques Bongani, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de Germain Kambiga, Omer Egwake et Thomas Louaka comme étant des ministres du MLC? Non, pas du tout. D'abord, avant ça, j'aimerais quand même rappeler qu'aux yeux du MLC, c'est un gouvernement qui est conçu pour la tricherie future aux prochaines élections. Quand on met un Évariste Bochab de triste passé politique comme vice-premier ministre et responsable de l'Intérieur, c'est pour orchestrer la fraude aux échéances électorales futures. Donc voilà déjà l'ossature d'un gouvernement décrié par la population, décrié par l'opposition, qui est là pour essayer de pérenniser un système. Il faut vraiment le prendre comme tel. Quant à Thomas Louaka, Germain Kambinga et Omer Egwake, Thomas Louaka numéro 3 du voilà, il faut bien savoir qu'ils sont là pour leur compte personnel. Le MLC de Jean-Pierre Bemba n'est pas partie prenante de ce gouvernement. Donc nous nous sentons vraiment loin de ce gouvernement qui pour nous, dès le début, on a dit que c'était un non-événement. Parce que la seule chose que nous retenons, c'est la vigilance. C'est pour ça que l'opposition devrait être beaucoup plus unie, parce que pour surveiller demain la manière dont les choses vont se dérouler. Monsieur Jean-Jacques Mungai, c'est quand même trop facile. Le 6 décembre 2014, M. Thomas Louaka, secrétaire général du parti du MLC, vous êtes donc sous ses ordres, entre guillemets, n'en voyez pas malice, il est secrétaire général du parti du MLC. Le 7, à ce titre, il rentre dans le gouvernement. Vous dites qu'ils sont alors non personnels. Mais voilà, parce que le 8, vous avez omis volontairement de dire que le 8, ils ont été liquidés, si on peut dire, du parti. Et donc, ils ne sont plus membres du parti. Avez-vous déjà vu des membres du parti nommés ministres et puis le lendemain
quitter leurs partis respectifs. De mauvaises langues disent que peut-être que Jean-Pierre Bemba était au courant. Non, pas du tout. Pas du tout. Jean-Pierre Bemba, d'abord, vous avez suivi son procès à La Haye qui promet, nous attendons des bonnes nouvelles pour l'année prochaine, tout autour du mois de mars de 2015, ne pouvait pas aller s'allier avec un gouvernement de Joseph Kabila. C'est un secret. Au titre du secrétaire général du parti, on a conversation avec Jean-Pierre Bemba. Tous les jours. Donc, faut-il croire que tous les jours, M. Thomas Louaka montait à M. Bemba? Jean-Pierre Bemba n'était pas au courant des manigances de Thomas Louaka parce que Jean-Pierre Bemba avait formellement dit... Tous les jours, Thomas Louaka montait. Je vous dis, Jean-Pierre Bemba avait formellement demandé aux personnes qui allaient aux concertations de ne pas participer aux futures élections. Donc, si Thomas Louaka est aujourd'hui au gouvernement, Germain Kambinga et Omer Egwake, ils ont fait ça à l'insu du MLC. Je tiens à préciser qu'une aussi grande décision qui pousse les membres du parti à participer au gouvernement doit être discutée au niveau du bureau politique. Dans aucun ordre du jour, depuis au moins 12 mois, on a discuté au bureau politique d'une éventuelle entrée du MLC. Donc Jean-Pierre Bemba, il n'est pas bien... Officiellement, le MLC n'est pas été saisi d'une demande pour participer à un gouvernement. Il n'est pas bien entouré. Et quand nous avons entendu... Je termine. Et quand nous avons entendu des bruits dans ce sens, nous avons personnellement interrogé les personnes incriminées. Elles ont toutes nié. Je vous ai dit tantôt que Thomas Louaka, le 2 décembre, a été interrogé par l'honorable F. Bazaïba à ce sujet. Il a dit que c'était faux, c'était des rumeurs, mais malheureusement pour lui, quelques jours après, 5 jours après, comme a dit M. Nzouzi, il entrait au gouvernement. Alors, je me tourne vers vous, professeur Nicole Ntumba-Boitia. 7 femmes dans un gouvernement de 48 membres. Je précise qu'il y a 32 ministres. Sur les 32 ministres, il n'y a que 3 femmes. Et sur les 10 vice-ministres, il y a 4 femmes. Votre analyse? Voilà encore le résultat de promesses non tenues. On nous a crié haut et fort qu'il y aurait la parité, qu'il y aurait les 30%, que les femmes seront valablement représentées dans toutes les assises, en tout cas dans la vie politique du pays. Et avec ce gouvernement dit de cohésion nationale, entre guillemets, il n'y a que 7 femmes, 3 ministres, 4 vice-ministres. Mais attendez, mais c'est encore les germes d'un gouvernement qui ne prêchera que par le mensonge. Ça ne fait pas un peu beaucoup? La Cour constitutionnelle, par exemple, est composée de 9 membres, il n'y a aucune femme. Il n'y a aucune femme. Le Conseil économique et social, composé de 69 membres, on compte 14 femmes. Exactement. Est-ce qu'il y a un complot contre les femmes, selon vous? Non, complot peut-être pas. Le mot est peut-être fort. J'exagère à peine. Mais c'est simplement que nous constatons que les femmes, encore une fois, ne sont pas prises en compte. Mais je vais vous faire rire, monsieur Nzouzi. Je me souviens quand lors d'un dernier voyage à Kinshasa, j'étais rencontré un des membres de la Cour constitutionnelle, pour ne pas le citer, un éminent professeur de la faculté de droit, donc mon collègue aujourd'hui. Je lui pose la question, mes professeurs, chers aînés, dites-moi, comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes dans la Cour constitutionnelle? Expliquez-moi un peu. Mais non, écoute, il y a un quota du président, le quota de la société civile, bref, les excuses qu'il me donne ne m'ont pas rassuré. Mais il me sort une autre chose qui m'a quand même interpellé. Il me dit, mais vous-même les femmes, pourquoi est-ce que vous n'avez pas saisi la balle au bon pour revendiquer? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas crié haut et fort ce scandale? Que vous n'êtes pas là? Je me suis posé la question. C'est peut-être aussi nous-mêmes les femmes qui ne nous mettons pas suffisamment en avant, qui nous faisons pas ressortir assez nos potentialités et nos valeurs pour pouvoir revendiquer cette parité, même si je n'aime pas tellement le parité, mais en tout cas qu'on puisse être représenté dans la vie politique nationale du pays. Oui, Madame Nicole Ntumba-Boitia, une question par rapport à ce qui se passe au MLC. Quelle est votre analyse sur la défection du secrétaire général de ce parti? Il faut préciser que c'est le 3e secrétaire général que le MLC perd en 10 ans. Hein. Voilà. Le MLC compte des millions de membres, quelques cadres, excusez-moi, oui. Madame Ntumba-Boitia, quelques cadres avides de pouvoir et d'argent qui partent, ça ne dérange pas. Jean-Pierre Bemba a toujours dit que la force du MLC se trouve dans la base du parti. Et
Jean-Pierre Bemba sait que s'il rentre au Congo, les millions de membres du parti sont là. Et il y a quelques cadres qui partent, nous le constatons, mais c'est pas ça qui fait la fin. C'est vrai que je ne suis pas là pour critiquer ou c'est vrai que ça fait désordre quand même. C'est vrai que ça fait désordre de la part du MLC, dans la personne de son secrétaire général, d'aller quand même figurer dans ce gouvernement. Bon, nous notons aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des appels de pied par rapport à un rassemblement de l'opposition, déjà à l'époque du conclave de l'opposition, le MLC n'était pas là. Je me souviens encore qu'au moment des concertations, alors que nous faisions bloc pour ne pas y aller, en tout cas nous l'UNC, le MLC a décidé d'y aller. Et voilà que maintenant, nous nous levons le matin du 6 au 7, que le MLC est dans un gouvernement. Oh, c'est quand même cohérent. Donc, voilà, ça a l'air d'être une logique qui suit. Mais maintenant, si monsieur Bougadi, excuse-moi Jean-Jacques, nous dit qu'ils sont exclus, ils se sont auto-exclus et que c'était une volonté personnelle, je veux bien le croire. Mais maintenant, la question qui se pose par rapport à ce gouvernement, est-ce que ce gouvernement peut être encore appelé de cohésion nationale? Mais non, puisque Thomas Louaka s'en va, disons, n'est pas de l'opposition, et les autres ne sont plus de l'opposition. Donc ça veut dire que la majorité se tape encore la grosse part. Vous pensez qu'ils ne sont plus de l'opposition depuis la publication du gouvernement, ou bien c'est depuis un bon moment déjà que les gens s'interrogeaient sur l'appartenance? Moi, je peux vous dire que j'étais sceptique. Parce qu'il était d'abord question de suspension, n'est-ce pas Jean-Jacques? C'était d'abord question de suspension. Moi, en tant que juriste, ça me fait mal. Je dis pour des actes aussi graves, on ne peut pas être suspendu. On doit être révoqué ou exclu. Je vais préciser rapidement. Et après, quand j'ai vu l'exclusion, non, Madame Toumba, c'est un problème des textes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la radiation ne... Non, mais pour des termes aussi graves, pour des faits aussi graves, monsieur, on va directement à la sanction. J'explique. C'est-à-dire que quand la faute a été constatée, le collège des secrétaires généraux adjoints ont constaté la faute et donc directement mis en marche ce qu'on appelle l'auto-exclusion par rapport à l'article 45 de notre règlement intérieur. Mais la radiation ne peut se faire que par le collège des fondateurs qui doit être convoqué. Donc dans un premier temps, ils ont été suspendus de toutes leurs fonctions et dans un deuxième temps, pris en charge la radiation. Et je dois dire que le collège de fondateurs ne peut être convoqué que par le président national. De là où il est, c'est pas comme vous et moi, donc il faut quand même une procédure, tout courrier doit passer par le greffe de la CPI avant que ça puisse arriver à Kinshasa. Donc c'est pour ça qu'il y a eu quand même un petit gap, un délai qu'il faut comprendre. Mais la logique est lancée, ils sont dans la logique de radiation de notre parti. Pour ce délai-là, pour nous les juristes, ça a quand même posé à beaucoup de questions et qui nous ont quand même... Mais vous avez eu l'explication. C'est super, maintenant qu'ils sont... Est-ce qu'on peut considérer mais nous attendons, monsieur Nzouzi, nous attendons quand même... Vous dites que le président national, Jean-Pierre Bemba, que je respecte beaucoup, les a donc exclus. Donc nous attendons très vite donc en vertu des théories des actes contraires, un document. Absolument. Mais absolument. À chaque fois quand il s'agit d'exclure François Mwamba, il y a des documents. Quand maintenant il faut exclure les trois, les documents sont là d'ailleurs. Alors vous parlez de François Mwamba. Il se trouve que l'ADR a pas mal de chance puisque Elvis Moutiri Ouabachara, ministre du Tourisme, fait partie de l'ADR, donc c'est un proche de François Mwamba. Je suis toujours au niveau des entrées. Albert Mpeti, ce n'est pas un inconnu, vice-ministre des Finances, c'était l'ancien représentant de PDC, il y a de cela quelques années. Alors, je me tourne vers vous, Ange Pabolangui. On a parlé tout à l'heure de Évariste Bochab, numéro 2 du gouvernement, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le dispositif de Joseph Kabila pour 2016 commence à prendre forme, avec notamment Évariste Bochab comme vice-premier ministre de l'Intérieur, avec l'abbé Apollinaire Malou comme président de la CENI et avec Adolphe Loumanou comme responsable de l'Office national d'identification de la population? Je vous dirais qu'on avait déjà ouvert la brèche. Donc, lorsque vous mettez M. Bouchabou
ministre de l'Intérieur, et que celui-ci s'était déjà prononcé pour une modification de la Constitution. Donc, et cela montre vos de tout intentions. faire pour pérenniser le régime de Joseph Kabila. Et à la défense, vous mettez un cousin à M. Numbi, puisque le ministre de la Défense est un proche parent de M. Numbi. Vous mettez aux finances, je pense, votre ancien directeur de cabinet, hein, tu vois. Donc c'est là. Et de montre... à l'ONIP. Alors, Henri Yave Mouland, je pense que ça n'a pas été noté, hein, mais Patrice Kitibi était ministre délégué aux Finances. Il était rattaché au Premier ministre Matata. Là, maintenant, on a l'impression qu'il y a quand même, au niveau de la présidence, une volonté de reprise en main. Oui, parce que vous on diminue quand même. Tout à fait. Non, mais vous savez qu'il y avait un différent qui avait opposé Matata et M. Mokoko. Oui, ça pendant longtemps. Tout à fait. Bon, il a même été exclu de certaines voilà, réunions. L'arbitrage de M. Kabila est allé en faveur de la nomination d'une personne aux finances, une personne qu'il contrôlerait facilement. C'est ça. Donc moi, en fait... alors revenons au dispositif. Donc pour vous, les choses sont claires. En fait, nous ne sommes pas étonnés dans l'UDPS, M. Nzozi. Nous ne sommes pas allés aux concertations. Je regrette un peu, nous sommes un peu en train de parler de ce gouvernement. Nous oublions qu'il y a une crise majeure de légitimité d'abord au Congo. Et cette période me rappelle la fin du maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu avait changé beaucoup de gouvernements avant sa fuite. Donc en fait, nous venons de le dire, le débauchage des individus dans tel parti, la crise est tellement profonde que vous auriez pu débaucher une personnalité ou une autre. Nous n'avons pas résoudre cette crise de légitimité. Et en même temps, vous demandez un dialogue. Ah non, là les gens n'ont pas bien compris. Le dialogue que l'UDPS demandait, c'est le dialogue issu, comment dire, des accords d'Addis Abeba. Mais est-ce que ce gouvernement ne met pas finalement mais de toute façon, en fait, qu'est dit l'UDPS à ce souhait? Qu'est dit l'UDPS, M. Nzouzi? Nous n'allons pas nous faire mener par la barque par M. Kabila. Il a triché aux élections. 2016 approche. Voilà notre approche. Nous nous étions dit que voilà, comme 2016 approche, 2016 c'est dans 14... garantie que 2016 aura lieu. Je veux dire... Mais moi je vous dis que si 2016 n'a pas lieu, nous allons voir un scénario. Parce qu'on disait déjà que 2011, si 2011 et 2016, en tout cas, M. Nzouzi, moi je dirais que il a peut-être gouverné de force, mais sans aucune légitimité. Sans aucune légitimité. Mais à l'extérieur, c'est lui qui a reçu quand même. Hein. Oh oui, mais les chancelleries nous disent autre chose. Alors pourquoi vous adresser, je pourrais demander alors à Martin Kobler de convoquer le dialogue? Mais non. En fait, à l'issue des accords cadres d'Addis Abeba, il a été demandé aux représentants du secrétaire général des Nations Unies de réunir la classe politique en vue d'apaiser les climats politiques et de voir un futur meilleur. Pourquoi? Parce que 2011 a été conflictuel en fait. Alors Jean-Marc Mongani, est-ce que finalement s'adresser comme ça aux représentants du secrétaire général, est-ce que ce n'est pas encore une fois infantiliser la classe politique congolaise qui décidément ne peut pas régler ses problèmes seule sans une intervention extérieure? Votre avis là-dessus? Non, pas du tout. D'abord, je voudrais rappeler que il y a quelques mois, la classe politique congolaise s'est retrouvée à Washington à l'issue de différentes... dont le MLC. Dont le MLC. Il s'était dégagé, en tout cas, l'idée d'un dialogue franc, parce qu'il y a quand même des réels problèmes tels que le représentant de l'UDPS le dit, de légitimité, et aujourd'hui il y a un gouvernement qui sort très rapidement, certains membres qui sont décriés par les partis. Donc, finalement, on voit un Joseph Kabila qui s'efforce à avoir un gouvernement, peut-être pour faire plaisir à la communauté internationale. Pour montrer... Il surfe aussi sur les divisions. Mais voilà, donc je veux rebondir parce que c'est important. Il y a une chose qui a été dite au début. Joseph Kabila n'est pas loin des problèmes qui arrivent à tous les partis politiques d'opposition dans notre pays. Joseph Kabila n'est pas loin des problèmes même au sein du parti frère l'UDPS. Vous croyez que l'hypermédiatisation, les conflits aujourd'hui au sein de l'UDPS, c'est fortuit, c'est gratuit? Moi, je crois que le pouvoir est derrière. Vous pensez que cette tentative de débauchage
des hauts cadres du MLC pour essayer de déstabiliser le MLC à la sortie de Jean-Pierre Bemba. C'est pas fortuit. Joseph Kabila et son régime, avec un Bochab comme ministre de l'Intérieur, ils essayent de brouiller les cartes pour pouvoir rester plus longtemps. C'est pour ça que nous devons rester vigilants. Alors, professeur Ntumba Boacha. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'épouse tout à fait la thèse de mes amis. Donc, manifestement, Maître Bochab à l'intérieur, Maître... qui d'autre? Qui d'autre là? Madame comment elle s'appelle? Notre chère Martine Boukassa, débauchée, entre guillemets. Elle n'est pas débauchée parce qu'elle était... Voilà, d'accord, mais elle était débauchée aux concertations. Aux concertations nationales déjà. Donc elle est encore plus rapide que tout le monde. Ok. Mettre ces gens-là. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a une autre structure, l'ONIP, qui a été mise en place. L'ONIP, qui est cet office de soi-disant recensement pour la population, identification des personnes, a été mise en place pour soi-disant faire un recensement. Mais vous tous qui êtes ici à la table, vous savez très bien qu'on ne pourra jamais faire ce recensement en 2 mois, en 1 année. Déjà, Maloumal, quelques temps avant, je me souviens très bien, de sa propre bouche, il avait dit qu'un recensement peut compter 2 ans, 3 ans. Donc, si vous mettez l'ONIP, si l'ONIP doit recenser, nous sommes partis sur 2015, 1 année, on glisse 2016. Le but avoué, c'est de prolonger. Article 70 à ce moment-là. Et là, c'est légal. Joseph Kabila, s'il s'appuie sur cet article-là, il sera en fonction, laissez-moi terminer, il sera en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Certes, on ne sait pas quand, mais il sera dans le cas de figure du Sénat actuel et des assemblées provinciales. En même temps, la même loi dit qu'en 2016, le 16 décembre, il doit avoir laisser tomber le pouvoir. Mais ça ne marche pas comme ça. Mais si ça marche comme ça. Mais de toute façon, là, c'est pas nous qui avons signé. Parce que sinon, le Sénat aujourd'hui serait caduc. Or, ce n'est pas le cas. Il siège toujours, en dépit du fait que ça fait 2 ans que le Sénat est hors délai. Il est illégal, le Sénat. Il est hors délai. Ange Pabolavi. Mais l'Assemblée provinciale. Donc, nous parlons d'un, comme on dit chez nous, des événements sui generis qui n'ont aucun fondement. Nous parlons dans le vide dans ce pays. Donc même réfléchir d'une manière juridique... Mais la continuité de l'État, madame, ça existe aussi, la continuité de l'État. La continuité de l'État sur des bases qui mais puisque l'article de la Constitution, l'article 70, prévoit ce cas de figure. Ange Pabolavi. Mais au fait, monsieur Ndouzi, science sans conscience n'est que ruine des lames. Évoquer l'article 70 en disant que voilà, moi je resterai au pouvoir jusqu'à l'élection de mon prochain successeur, alors que donc le mandat s'écoule normalement et vous n'organisez pas les élections, vous ne convoquez pas la classe politique, vous ne cherchez pas le consensus pour organiser ces élections. Pas les partis politiques précisément, qu'est-ce que vous proposez justement? Mais tout le temps. Alors là, vous ne suivez pas, non. Tout le temps, ça c'est de la mauvaise foi. De manière ferme. Tout le temps, depuis le début, tous les partis politiques d'opposition décrivent. Les sénateurs qui sont là, moi je vous dirais que les députés provinciaux. Moi, je vous dirais clairement, mon parti avait décelé ce piège depuis longtemps. Donc nous disons ceci aux Congolais. Il y aura des appels de l'UDPS. Et vous connaissez notre capacité de mobilisation. Moi, M. Nzouzi, je prends date avec vous, M. Ramazani et mes amis qui sont là. 2016, vous verrez. Mais on a dit la même chose en 2011. Ah, mais oui, moi je vous dirais que Monsieur Kabila, on disait ça en 2006. Monsieur Kabila, sur la scène internationale, a été, s'il vous plaît, il a été discrédité. Lorsque vous voyez l'attitude des différents chefs d'État vis-à-vis de Monsieur Kabila, à travers tous les sommets internationaux, même Mobutu n'a jamais été humilié de la sorte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... Je vais rajouter, c'est important. C'est vrai que ce que vient de dire Ange Pabolavi est très important. Aujourd'hui, Joseph Kabila est en difficulté au niveau international. Le discours du président François Hollande à Dakar était plusieurs verrous. Et vraiment éloquent. Dernièrement, à Strasbourg, il y a eu quand même une grande réunion de pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. La plupart des représentants parlent en RDC de post-Kabila. Donc, beaucoup d'acteurs politiques, tant nationaux qu'internationaux, sont conscients
qu'on ne sait pas continuer avec Joseph Kabila. Il en est conscient. C'était déjà le cas en 2011. Et voilà, non, Joseph Kabila, en 2011, il pouvait encore se représenter. Mais maintenant, sachant qu'il est en difficulté, ben, il est entouré avec ses stratèges pour essayer de forcer. Et forcer, c'est user de la loi électorale. Peut-être pas forcément changer la Constitution, mais forcer à demeurer au pouvoir encore quelques années. Et la classe politique doit être vigilante. C'est pour ça que même l'interpellation de Ramazani doit être prise en considération. Comment devrait se comporter l'opposition pour ne pas tomber dans le piège? Le piège de prolonger finalement Joseph Kabila. Donc il faut une stratégie et il faut une détermination. Mais si on propose un dialogue pour créer un consensus à la fois sur le calendrier électoral, sur une gestion consensuelle de la transition, avec comme feuille de route l'organisation des élections, mais pas à la date prévue. Quelle serait votre attitude à ce moment-là? Oui, parce que c'est important qu'on aille aux élections de manière apaisée, mais très probablement avec quelqu'un qui pilote le pays, mais qui ne sera pas candidat aux futures élections et qui ne sera pas Joseph Kabila. On peut prendre quelqu'un de la société civile, comme ça a été fait transitoirement au Burkina Faso. Professeur Ntoumba Boatia. Nous avons, en tout cas au niveau de l'UNC, nous avons changé complètement notre... Parce que vous refusez carrément le dialogue. Hein. Nous étions dans ces... Et pourquoi vous avez changé d'avis en fait? Justement, je vous explique, M. Zouzi. Nous étions vraiment de bonne foi. Le dialogue, les accords d'Addis Abeba, l'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2098, c'était magnifique. Et jusqu'au bout, nous y tenions. On a dit que ça devait se faire pour qu'on puisse avoir un dialogue apaisé, pour qu'on puisse parler de tous les problèmes, de tous les aspects sécuritaires, sociaux, politiques, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec, d'ailleurs, la mise en place de ce gouvernement, avec l'ONIP, avec toutes ces petites, ces subterfuges que le pouvoir est en train de mettre en place, mais très clairement, nous ne pouvons plus accepter ce dialogue. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous aux concertations, combien de temps il faut mettre d'abord pour mettre en place d'abord l'ordre du jour? On est parti pour 3 mois. Mettons les personnes qui seront convoquées, on est parti pour 6 mois. Voilà, et les commissions qu'on doit mettre en place, on est parti pour un autre 6 mois. Et les perdièmes, oh mon Dieu, sous quelles conditions nous allons glisser au-delà de 2016. Alors non, plus de dialogue. Sous quelles conditions vous accepteriez d'aller à un dialogue? Parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Aujourd'hui, il y a 3 cas de figure qui peuvent se produire. Premièrement, je termine. Premièrement, vous avez une dégradation du climat sécuritaire qui rend impossible la tenue d'élections sur le territoire national. Deuxièmement, ce sont les moyens financiers qui font défaut et le recensement qui prend du temps. À ce moment-là, une seule et seule solution, celle du consensus pour des élections apaisées. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec le docteur Mbungani, la mise en place d'un nouveau cadre de discussion débouchant sur une transition consensuelle. Est-ce que là, pour le coup, vous, UNC, seriez partant? Mais non. Nous disons simplement ceci. Le 19 décembre 2016, le gars va dégager. Tout simplement. Toutes vos histoires de dialogue, là, tout ce que vous dites là, si bien détaillé, ne pourront se faire qu'après le départ de M. Kabila. Plus avec lui dans la donne. Parce que nous serons dans l'illégalité. Mais s'il n'y a pas d'élection en 2016, mais on doit tout faire pour qu'il y ait. C'est pour ça que on le dit. Il faut être vigilant. M. Mbungani, il a dit. Vous savez qu'en 2005, on devait voter. Mais on a voté en 2006. Non mais il y a un précédent. Mais il y a un précédent, madame. Il y a un précédent. On nous a dit que le Congo n'est pas le Burkina Faso. Le Congo n'est pas le Togo. C'est bien. Mais moi, je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas trop réfléchir non plus. À un moment donné, il ne faut pas toujours être trop cérébral et laisser les choses venir. Parce que ce peuple-là, dans l'anarchie, dans le chaos, dans l'anarchie. Non, ça commence à venir. Je veux peut-être donner un point de vue. C'est-à-dire que, en tant que représentant d'un parti politique, on ne peut pas aller vers l'anarchie. Ça, c'est pas du tout normal. Et je pense que le dialogue, la culture du dialogue permanent doit être une philosophie d'ailleurs pour nous, cadres responsables des partis politiques. Nous voulons, s'il y a lieu de discuter avec les garanties, avec la communauté internationale qui fait qui chapeaute, nous sommes d'accord. Et vous, madame? Mais sans Joseph Kabila à la tête de l'État. À quel moment? À l'issue des concertations ou pendant ces concertations? Mais à l'issue. D'accord. Parce qu'à l'issue, on va avoir des conclusions.
Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le peuple ne veut plus de Joseph Kabila. Si vous allez dialoguer pour que demain, il y ait un Joseph Kabila qui continue, même pour quelques mois, l'installation de son successeur. même pour quelques mois, vous serez décrié par la population. Mais si à l'issue de ça, il n'y a plus de Joseph Kabila... Le dialogue est fait pour... Mais si vous permettez, donc, du point de vue de mon parti, la meilleure stratégie serait d'obtenir le départ de M. Joseph Kabila le plus tôt possible. Même avant... On va quand même attendre la fin de son mandat. Mais les circonstances ont fait que M. Compaoré... Mais la crise sociale peut forcer... M. Compaoré a voulu toucher à la Constitution. Mais la crise sociale peut déclencher à quel moment? Pour le moment, Joseph Kabila ne s'implique pas personnellement dans le débat. C'est d'ailleurs une des différences fondamentales avec ce qui s'est passé au Burkina Faso. Non, vous avez fait une nuance. C'est-à-dire que M. Kabila voulait imiter ce qui s'est fait au Burkina Faso, mais il a fait marche arrière parce que... mais il ne s'est pas impliqué personnellement. Mais il devra s'exprimer le 15 Est-ce que nous n'aurons décembre. pas une nouvelle donne, Dr Mbungani, une nouvelle donne avec la CPI, peut-être en mars, avec la probable sortie de Jean-Pierre Bemba? Si, absolument. Mais il faut considérer ça. Jean-Pierre Bemba est un citoyen congolais. S'il est libre, il va user de tous ses droits. Et voilà, le reste, vous imaginez. Les calculs changeront. Est-ce que c'est pas plus facile pour lui d'avoir 3 ministres MLC au gouvernement? Non, pas du tout, pas du tout. Jean-Pierre Bemba n'a pas besoin... Il n'y a pas de lien de causalité? Pas du tout. D'ailleurs, ça nous déforce d'avoir des ministres. Ça déforce Jean-Pierre Bemba d'avoir de ministres dans un gouvernement de Joseph Kabila. En entrant dans ces concertations, c'était justement de créer une dynamique pour qu'il y ait, au fond, une sorte de prise de conscience quant à la nécessité de voir ce dossier se décanter rapidement. Non, pas du tout. C'est-à-dire que quand nous allons en concertation, c'est pour discuter des grandes questions de la nation. Et à l'issue de ces concertations, on a également parlé de la situation des Congolais retenus dans des prisons au Congo et à l'étranger. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, s'il sort, il a sa notoriété, sa popularité. Nous nous organiserons pour que aux élections futures, il soit candidat, il n'a pas besoin d'avoir des ministres dans le gouvernement de Kabila. Ça le déforce. Entre le temps nous manque parce qu'on n'a pas pu parler de Palou, on n'a pas pu parler de M. Kengwa Dondo, avec l'entrée de son policier. Oui, en tout cas, qui est le ministre d'État voilà. chargé. À votre avis, que représente le Palou à l'heure actuelle, puisqu'on sait très bien que c'est le Palou qui avait fait tout à l'époque pour que M. Kabila soit à cette place. Est-ce que le Palou est encore le Palou? Bon, d'abord, très rapidement. Oui, rapidement. Donc, je n'ai pas pour habitude de m'exprimer pour des partis de la majorité. Le Palou est, en tout cas, dans la majorité avec le PPRD. J'ai observé toute cette semaine, enfin la semaine passée, des ateliers que le Palou a organisés sur plusieurs thèmes. Mais en réalité, sa participation au gouvernement, comme je l'ai dit au début, est un non-événement. Je pense que le Palou accompagne Joseph Kabila dans sa tricherie. Une force d'appoint. Voilà. Professeur je partage exactement la même analyse. Le Palou accompagne et cautionne tout ce que est-ce qu'on peut reprocher le Palou d'être en alliance avec Kabila? On ne peut pas le reprocher, chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il a fait ce choix-là risqué, c'est son problème. Hein. Vous savez, moi je reprocherais quand même au Palou par rapport à notre histoire, M. Zozi. C'est-à-dire que si le Palou, imaginez, moi j'avais fait un rêve. Puisque ce rêve-là, un jour on était avec M. Etienne Tshisekedi, Kinshasa, président du parti. Alors M. Tshisekedi disait ceci, c'est un peu une confidence, il disait, je ne comprends pas, parce qu'il appelle le patriarche, il a beaucoup de respect. Il dit, je ne comprends pas qu'un homme de cette trempe, qui a cette histoire, s'il avait au moins rallié les camps des patriotes congolais. Parce que c'est ça la vraie question. C'est ça. Non, il y a aussi, je vais poser la même question à Jean-Jacques Mbungani pour ce qui est de la participation de Michel Bongo, le poids de Léon Kengwa Dondo, président du Sénat. Non, le poids de Léon Kengwa Dondo est très faible au niveau de l'opposition, c'est connu. Vous pensez qu'il n'a pas négocié lui aussi d'être Premier ministre? Ça, on a entendu, on a lu dans la presse, mais le poids politique de Kengwa Dondo est d'abord très faible. Vous savez que le Sénat est une institution qui n'a pas été renouvelée. Je pense que Kabila a recouru à Kengwa Dondo pour qu'il lui apporte des ministres, simplement pour montrer à la communauté internationale sa volonté de sauver. Alors, les retours, peut-être pour terminer, Olivier Kamitatou qui revient au plan, Tamwe Mwamba qui
est devenu maintenant ministre de la Justice après avoir été ministre des Affaires étrangères. Théophile Mbemba, après près de 9 ans de traversée du désert, réapparaît. Salomon Banamouéré, ce n'est pas anodin, c'était jusqu'à il y a quelques semaines encore l'ambassadeur de RDC à Bujumbura, et Omer Egwake. Alors, Kamitatu Tambwe Egwake, 3 anciens, enfin en tout cas les deux, le Kamitatu Tambwe, 2 anciens MLC, finalement vous serez en bonne compagnie au gouvernement. Non, pas du tout. Ils ont déjà quitté le parti depuis longtemps. Certes, mais tout de même, ça fait quand même 5 ex-MLC qui se retrouvent aux affaires, ce qui n'est pas anodin en soi. Ils sont libres libres. Ange Pabolangui, on va peut-être terminer avec vous, on va faire un dernier tour de table. Est-ce que vous nous garantissez aujourd'hui que la crise qui sévit à l'heure actuelle à l'UDPS sera un mauvais souvenir dans les prochaines semaines? Oui, moi, vous savez, M. Zouzi, moi j'ai vu ce parti depuis sa création. Et des crises, on en a connu. Mais comme j'ai même dit à mes amis, donc un moment, c'est un peu notre force. Ce sont des gens qui crient beaucoup. À un moment, la raison finira par l'emporter. C'est-à-dire que nous nous mettons autour d'une table. Vous savez, pour ne pas prendre beaucoup de temps, depuis que l'UDPS a créé ses postes de secrétaires généraux, nous avons eu le docteur Pongo, Rémi Massamba, je pense Moutanda, Alexis Moutanda, Jacquemain Chabani et Mavungo. Donc c'est un poste difficile, gérer des millions de personnes. Et des millions de dollars? Je ne dirais pas cela. Moi j'ai été l'intendant de notre campagne. D'accord. Je crois que... Et l'UDP c'est un parti pauvre, vous diriez? Riche en ressources humaines, riche parce que nous avons une force de conviction. D'accord. Donc avec peu de moyens, nous pouvons... mais qui n'a pas d'argent. Moi, ça dépend. Ça dépend. Kabila a beaucoup d'argent, mais il a volé plus de 10-15 milliards, mais je ne pense pas que la population... 15 milliards, c'est un peu fort de café, mais enfin... je voulais terminer, je ne peux pas terminer cette émission sans poser la question que j'ai posée à Mme Nicole Ntumba-Boatin sur le fait qu'elle a été ou non approchée par le pouvoir. Vous, Jean-Jacques Mbongani, vous êtes quand même quelqu'un de très fort, une éminente personnalité ici à l'extérieur pour ce qui est du MLC. Est-ce que vous avez été approché? En toute confidence. Non, jamais. Jamais, je pense qu'ils n'oseront pas... Faut-il croire que vous êtes vraiment inébranlable? Ils n'oseront pas, vu la force de caractère et de conviction que j'ai toujours affichée, connue de tous. Mais moi, je voudrais dire à mon frère... oui, avant de terminer... Très rapidement, très rapidement. Mais moi qui vais souvent au Congo, qui était intendant de la campagne. Donc vous avez été approché? Beaucoup d'entre nous ont été approchés, mais moi, écoutez, M. Ramazani, aller dans un gouvernement c'est comme si vous prenez le Titanic. Absolument. Et puis demain, vous étonnerez de couler. Moi, je voulais dire, si vous permettez, en une minute, on a parlé un peu de la Constitution, mais nous oublions que M. Kabila est entré au Congo avec le bagage de l'AFDEL. Donc, au fait, en 1997, il avait déjà des responsabilités très importantes au niveau de l'armée au Congo. C'était l'adjoint. En 2001, à la mort de Mouzé Kabila, il dit voilà, je prends le pouvoir pour quelques jours, le temps que la classe politique ne s'entende. Comme tous les militaires disent. Nous arrivons en 2015. Ça veut dire 2001. Puis 2015, ça fait 14 ans. 14 ans. 97, 2001, ça fait 18 ans. Et écoutez, donc pour nous, il est hors de question de nous mettre autour d'une table pour qu'il puisse prolonger son mandat. On l'aura compris. Professeur Ntumba-Boatin, on terminera avec vous, car le temps qui nous est imparti est terminé. Merci d'ailleurs à Bienvenue Wabasson qui nous a fait signe et qui a été patient. Le mot de la fin, Madame Ntumba-Boatin. Je dis simplement que l'UNC ne participe pas à ce gouvernement, et c'est clair, vous le voyez, et ne participera jamais. Vous pensez que le statut de Vital Kamerhe va changer après cet épisode? Il va enfin être reconnu comme étant de l'opposition? Vital Kamerhe n'a aucun problème, il est reconnu comme un membre très influent, un poids lourd de l'opposition. Mais il y a quand même une certaine opinion qui considère qu'il n'a pas rompu avec le pouvoir. Oh, ça c'est une vieille histoire, monsieur. Ça c'est des gens qui manquent d'arguments face à l'animal politique qu'est monsieur Kamerhe. Un tout dernier mot, Jean-Jacques Mbongani, et nous terminons. Mais voilà, donc j'aimerais terminer en disant que ce gouvernement qui vient de voir le jour il y a que quelques jours est déjà la relation avec le Titanic en difficulté. Et j'ai fort à parier qu'ils iront très loin.
Ramsès Ramazani. En tout cas, nous avons eu des invités merveilleux par rapport à l'actualité, mais ce qui est sûr, l'actualité en République démocratique du Congo rebondira très prochainement, et en tout cas, je pense vous avoir ici la semaine prochaine pour un nouveau Congo Kiosque. Merci infiniment à nos trois invités, Dr Jean-Jacques Mbungani, représentant MLC Benelux, merci d'avoir répondu à nos questions. Professeur Nicole Ntumba-Boatia, vous êtes la secrétaire fédérale de l'UNC pour la Belgique, et Ange Pabolangui, président sectionnaire UDPS Bruxelles et représentant adjoint faisant fonction quant à nous. Bien, nous vous retrouvons très prochainement dans un nouveau rendez-vous de Congo Kiosque sur Matongué TV. À très bientôt.